Bonjour, si vous êtes un téléspectateur assidu de la 3, vous avez certainement suivi au début de cette année la série que notre chaîne a réalisée qui s'appelait L'Or du Diable. L'Or du Diable, eh bien, c'était l'adaptation d'un roman de Jean-Michel Thibault qui avait pour cadre Rennes-le-Château, un petit village de l'Aude où, au début du siècle, un singulier curé, l'abbé Saunière, aurait découvert un trésor. L'affaire fit un certain bruit à l'époque, mais ce n'est qu'en 1953, au moment où la servante du curé Marie de Narnaud est morte, qu'elle a pris un tour vraiment médiatique. En effet, depuis, quelques 300 ouvrages ont paru sur Rennes-le-Château et des milliers de visiteurs continuent toujours à y défiler quotidiennement. C'est que le mystère, apparemment, plane toujours sur ce petit village de 50 habitants. Alors, a-t-on, oui ou non, découvert là-bas un trésor dans cette terre du Razès? Qui était ce curé de campagne, devenu, dit-on, riche à millions? Eh bien, les réponses affluent depuis 30 ans. Mais il semble bien qu'aucune explication n'est vraiment convaincue. Alors, après d'autres, eh bien, nous sommes allés avec une petite équipe de tournage sur le terrain, là-bas, à Rennes-le-Château. Nous y avons d'ailleurs été bien accueillis. Je remercie en passant monsieur le maire de Rennes-le-Château et tous ceux qui nous ont aidés sur place, Sonia Moreux, Alain Ferral, Jean Blum, et aussi tous ceux et toutes celles qui ont accepté de répondre à nos questions. Car à Rennes-le-Château, nous avons rencontré les gens du pays, les gens qui ont connu les héros vrais de cette histoire vraie. C'est notre contribution, en quelque sorte, à l'approche de cette énigme, on peut dire, fantastique. Bien sûr, nous ne prétendons pas que nous avons fait là un travail exhaustif, mais en tout cas, nous nous y sommes très appliqués et j'espère que vous prendrez autant d'intérêt à suivre cette enquête que nous en avons eu à la réaliser. Nous sommes ici à Montazel, un paisible petit village de cette terre du Razès. Rien ne le distinguerait particulièrement des autres communes de cette haute vallée de l'Aude s'il n'avait été le berceau d'une famille dont le nom est resté dans la petite histoire de cette région. François Béranger Saunière, le curé au trésor, est né en effet ici, dans cette maison de notable. Le père du futur abbé, régisseur des terres du château, était aussi le maire de la commune. Mais de l'aventure de ce mystérieux curé, les rares contemporains encore vivants ne gardent que quelques souvenirs anodins ou très flous, et leurs enfants ne sont pas plus loquaces. Et cependant, de Montazel à Rennes-le-Château, quel itinéraire tortueux que celui de l'abbé Saunière. Moi, quand j'étais enfant, je ne me rappelle pas d'avoir entendu parler de l'abbé Saunière. Et ces curés quand même qui étaient un peu des curés, pas comme tous les curés. Oui, oui. C'était un homme, comme vous dit Madame Olive, très gentil. Il promenait Mademoiselle Marie, il les amenait dans les fermes. Il avait un gros chien qui promenait avec lui. Il aimait la musique. Et mon père jouait de l'accordéon. Et il jouait de l'accordéon pour faire danser monsieur le curé avec Mademoiselle Marie. C'est sûr qu'avec tous les travaux qu'il a fait, il a découvert quelque chose. Il a trouvé quelque chose. Oui, c'est sûr. Qu'a-t-il trouvé exactement? Le jeune curé de Rennes-le-Château a 33 ans lorsqu'il prend possession le 1er juin 1885 de sa première paroisse. Une bien pauvre paroisse que celle-là. L'église du IXe siècle est en piteux état et le presbytère inhabitable. La commune est pauvre et ne peut envisager de réparations importantes. Mais Saunière est un fonceur. Il relance les démarches, obtient quelques petits crédits et se lance dans les premiers travaux. C'est le début très modeste du grand œuvre qu'il va entreprendre ici, selon certaines estimations, plusieurs centaines de millions de centimes d'aujourd'hui qui seront engagés en 20 ans. Les rares survivants de cette époque, ils étaient enfants alors, n'ont pourtant gardé de Saunière que l'image d'un prêtre simple, familier et accueillant, un enfant du pays, sans mystère. Et pourtant... C'est un homme très sympathique. D'ailleurs, je l'ai toujours apprécié et estimé.
Comme d'ailleurs tous les gens du pays, quoi. Il n'était pas mystérieux dans son comportement? Non, non, il était de Montazel, alors il avait la lumière du pays. Il était pas de loin. Un pays dont Saunière était. De cette colline de Rennes, il dominait ces vastes étendues de landes arides et de massifs abrupts. Terre chargée d'histoire et de légendes. Il faut savoir que non loin d'ici, à Salsigne, on exploite encore des mines d'or. De leur temps, les Romains s'y intéressaient déjà. Mais bien avant eux, d'autres visiteurs venus de loin se sont implantés en ces lieux. Ainsi, pour expliquer la soudaine fortune de ce simple prêtre de campagne, certains érudits locaux, historiens de circonstance, sont remontés jusqu'aux Visigoths. L'un d'eux, Louis Fédier, a développé la thèse selon laquelle ces envahisseurs ont édifié sur le plateau, au pied du village, une véritable ville, Rédé. Thèse reprise par un ancien ingénieur militaire qui appuie son argumentation sur des photographies aériennes du site. Le château n'est que la partie visible d'une ancienne cité, très importante, qui était construite sur le plateau situé au sud. Une ville donc très importante pour l'époque. Ah oui, la ville en fait faisait... les murs de la ville faisaient 2500 mètres de tour, et la surface incluse dans les murs était de 42 hectares, dont 6 hectares pour la citadelle, le château ici. Alors la légende prétend que, rapportée par Louis Fédier, la légende rapportée par Louis Fédier, prétend que la ville, l'avenue principale de la ville comportait 14 boucheries. C'est une légende orale. Une autre légende prétend que la ville comportait 30 000 habitants. C'est possible. Compte tenu de la surface de la ville, c'est possible. À l'époque, la plus grande ville d'Aquitaine et de Gaulle était Toulouse, qui faisait 90 hectares. Bordeaux ne faisait que 32 hectares. Paris était ridicule. Bon, voici une photo aérienne de la zone occupée par l'ancienne ville de Rédé. Au nord se trouve l'actuel village de Rennes-le-Château, qui constituait à l'origine la citadelle de la cité. Ici, délimité topographiquement, voici l'emplacement de la ville, limité ici par la colline, ici par une falaise blanche, et ici par une falaise continue qui mesure environ 800 mètres de long et qui domine une profonde vallée, dans laquelle se trouvait dans le passé peut-être un lac. Ici, on trouve le mausolée, que je suppose être celui du roi Visigoth. Ici, un bâtiment carré, qui était sans doute l'Ola Reggia, autrement dit le palais des rois Visigoths. Alors, Saunière aurait découvert quelque chose des bijoux de ces rois Visigoths? Mais c'est difficile à dire, vous savez, les Visigoths étaient extrêmement riches, si effectivement, et ça je suis en mesure de le confirmer, les Visigoths ont construit une ville ici, les trésors des rois Visigoths auraient pu être entreposés ici. Au moins, quand les Visigoths, battus par Clovis, se sont repliés sur la bordure septentrionale des Pyrénées. Mais dans tous les cas, les trésors qui figuraient dans les tombeaux des rois Visigoths, puisque les rois étaient enterrés avec des trésors, c'est connu en Espagne, ont été enlevés et entreposés ailleurs. En Espagne, le trésor du Guarazar a été retrouvé dans la tombe d'un prêtre, la tombe anonyme d'un prêtre. Ici, cela pourrait être le cas. Dans un ancien cimetière aujourd'hui disparu, Béranger Saunière aurait pu effectivement mettre la main sur un trésor. Les mystogogues de Rennes-le-Château, fort divisés par ailleurs, sont au moins d'accord sur un point. C'est en 1891 que l'abbé Saunière aurait découvert dans son église les précieux parchemins qu'allait lui ouvrir la voie de la fortune. Près d'un siècle après les faits, le conditionnel s'impose toujours. En effet, ces parchemins, personne ne les a vraiment vus. Ceux qui ont été montrés ou publiés sont qualifiés de faux par les spécialistes. En 1964, un certain marquis de Chérisay a même reconnu avoir fabriqué un manuscrit à la demande du fantaisiste Francis Blanche. Encore un faux qui en a abusé plus d'un. Alors, où est la vérité? Papa disait toujours qu'il avait vu des ouvriers quand il a travaillé dans l'église, quoi, la sacristie, et quand il est arrivé à une certaine pierre, il a fait partir les ouvriers. À partir de ce moment-là, c'est lui qui a pris les travaux en main. Mais il avait dû trouver, d'après ce que disait mon père, il avait dû trouver des parchemins. Des documents, oui. Des documents. C'était des parchemins écrits en latin. Oui. Et que personne ne pouvait déchiffrer, sauf eux, l'évêché, tout ça, qui connaissaient. Mon grand-père était sonné le cloche, quoi. Et alors, il y avait soi-disant que c'est lui qui aurait trouvé une fiole avec un parchemin dans un pilier de l'église, quand il a rangé l'église. Et alors, comme il ne savait pas lire le latin, il l'a donné à l'abbé. Au départ de toute cette affaire, qui a pris ensuite un développement extraordinaire, il y a eu cette première découverte dans l'église de Rennes de documents par l'abbé Saunière.
C'est ça. Alors ça, c'est en fait l'événement qui va déclencher effectivement toute la démarche de notre bon curé donc de Rennes-les-Bains, de Rennes-le-Château, donc l'abbé Saunière, et qui va l'inciter finalement à aller visiter son évêque pour lui demander donc finalement quelques renseignements sur ce qu'il vient de découvrir. Et puis son évêque va le renvoyer à Paris. Va le renvoyer à Paris dans le cercle finalement de l'église Saint-Sulpice, et notamment pour y rencontrer, donc autour de l'abbé Hoffet, un certain nombre de personnages qui sont des personnages qui tiennent tous un rôle plus ou moins important dans le monde de l'ésotérisme de l'époque. Et dans ce cercle de Saint-Sulpice, il va être amené à découvrir un certain nombre de choses qu'évidemment il était loin d'avoir appris au séminaire et qui concernent un autre aspect de l'Église, un aspect beaucoup plus ésotérique. La révélation, entre guillemets, viendrait donc de ce cercle d'initiés du séminaire Saint-Sulpice. En fait, rien n'est clair dans ce bref séjour parisien du curé de Rennes. Hormis les décrypteurs en soutane, Saunière a-t-il vraiment rencontré, et pourquoi, ces grands personnages de l'époque, qu'étaient par exemple le compositeur Debussy, Maeterlinck ou la cantatrice Emma Calvé, laquelle aurait même été l'une de ses maîtresses? Rien n'est moins clair, aucune preuve n'en existe en tout cas. Pour ce qui est des fameux parchemins, les interprétations abondent et prennent, selon les auteurs les plus imaginatifs, des aspects délirants. Un point d'accord pourtant entre tous ces exégètes, ou qui se veulent tels, un trésor est bien enfoui à Rennes. C'est un dépôt sacré. Disons que l'abbé Saunière, comme l'abbé Boudet, en ont eu finalement connaissance. Ils ont eu connaissance d'un dépôt lié à cette région, d'un dépôt d'ailleurs éminemment secret et éminemment sacré, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que d'un dépôt d'une monnaie sonnante et trébuchante, mais il s'agit bien plus d'un certain nombre, vraisemblablement, de documents et d'un certain nombre de reliques, et de reliques vraisemblablement appartenant au temple de Jérusalem. Le trésor de Jérusalem, c'est quoi? C'est l'Arche d'Alliance? Voilà, exactement. Et c'est quoi l'Arche d'Alliance? C'est la fameuse Ménorah, c'est-à-dire en fait, enfin si vous voulez, c'était l'arche qui contenait l'étape de la loi, et puis entouré surtout de la Ménorah, le chandelier à 7 branches. C'est ça qui était gigantesque. Qui était gigantesque, mais qui avait très bien pu être transporté sans aucun problème, bien entendu. Ici commence le grand jeu de piste. L'abbé rentre à Rennes avec peut-être le mode d'emploi dans sa poche, et puis guidé par l'abbé Boudet, un érudit local, il va poursuivre ses recherches et ses travaux dans l'église. Le mystère est dans cette église, bien entendu, mais il est dans tout le domaine de l'abbé Saunière, puisque tout le domaine de l'abbé Saunière, une bonne partie du village est construite de la même manière. Les cadastres ici sont doubles. C'est un des seuls villages en France où vous avez 2 cadastres pour une même époque, et chacun différent de l'autre. Vous avez le domaine de l'abbé Saunière qui est construit comme un jeu d'échecs, avec 2 tours, plus 2 autres emplacements de tours, mais des tours à l'endroit, des tours à l'envers. Le sujet est passionnant, je ne sais pas du tout, et je ne suis ni quelqu'un qui lance des hypothèses, je ne suis seulement que quelqu'un de très très simple. Avec l'atelier Empreinte, notre travail à Sonia et à moi ont été simplement un travail de mesure, de vérification, en espérant que les mesures et les vérifications que nous faisons sur place, tout le monde peut les voir à 30 mètres d'ici, en se promenant dans le village. Le plan de l'abbé Saunière, le voici. Avec les petits jardins et les petites plates-bandes qu'il décide d'installer sur cette place, en fait, 6 ans avant de restaurer son église, l'abbé Saunière avait clocher y compris, reconstruit au sol, en plein air, sa future église. Vous voyez ici la nef, vous avez face à l'autel l'endroit où il mettra le calvaire, la croix de l'autel est surmontée de 4 colonnes. Ici, la croix du calvaire surmonte un socle où sont gravées 4 colonnes. La dalle qui était au pied de l'autel, il l'avait mise dehors. Cette dalle était face contre terre dans l'église. Il l'a mise ici, face au ciel. Si on suit la nef, exactement en front de l'endroit où il allait installer son confessionnal, il avait installé l'ancien pilier de l'église sur lequel il avait gravé « Pénitence, pénitence ». Un confessionnal est l'endroit où nous allons faire pénitence. L'abbé Saunière, au centimètre près, à l'extérieur et encadré dans son église, au vu d'une chose plus particulière, c'est que toutes les pièces de cette église extérieure ont été mises à l'envers. Donc, église double et église en plus inverse
de son église originelle. L'église de Rennes-le-Château devient en quelque sorte un temple de pierre, mais un temple parlant, si vous voulez, c'est-à-dire en fait, c'est un monument de symbolisme. Il y a des éléments qui sont propres aux loges maçonniques, effectivement, et notamment aux loges maçonniques chrétiennes, c'est-à-dire en fait, rite ancien et accepté, hein, et stricte observance templière, et le rite écossais rectifié. C'est un monument de symbolisme. Il y a des éléments qui ont été glissés à bon escient par l'abbé Saunière. Il faut savoir que lui-même n'hésitait pas, par exemple, à apporter la retouche finale sur une peinture, hein, sur une sculpture qui venait juste d'être peinte, etc., pour donner l'élément précis qui allait aiguiller évidemment le chercheur dans cette fameuse direction gnostique. Depuis la relance de l'affaire de Rennes, il y a une trentaine d'années, bien des hypothèses ont été avancées sur la réalité et l'origine du trésor. Les chercheurs de tout poil ont investi le village et ses alentours, à tel point que la municipalité a dû interdire les fouilles. Et puis, ésotéristes, alchimistes, symbolistes ont suivi, ils recherchaient des signes, et les trouvaient d'ailleurs. Exemple, ce lièvre, symbole du trésor, parmi d'autres, gravé sur un mégalithe. En son temps, l'abbé Boudet, l'inspirateur de Saunière, faisait lui aussi parler les pierres. Mais ces signes multiples sont-ils crédibles? Aujourd'hui encore, à Rennes, le regard des visiteurs se porte sur cette vieille demeure seigneuriale où la dernière descendante de la famille de Poulle-Blanchefort, la marquise Marie de Négri-d'Ablé, morte en 1781, a confié, dit-on, un secret d'importance et des parchemins au curé de l'époque. Parchemins découverts un siècle plus tard par Saunière et qui l'aurait peut-être conduit au trésor. Saunière a reconstitué, avec Marie de Narnaud, sa servante, a reconstitué l'entrée, effectivement, de cette fameuse cavité souterraine. C'est-à-dire, en fait, il s'agit bien d'une grotte à double entrée. Or, cette grotte à double entrée, elle existe sur le site de Rennes. Elle n'est pas forcément tout près de Rennes-le-Château, elle peut être plus près, par exemple, de Rennes-les-Bains. Elle existe, et Saunière, lui-même, n'y a vraisemblablement jamais eu accès. Pour une raison bien simple, c'est que cette grotte à double entrée, de toute façon, elle est fermée. Les travaux de Saunière ont été financés, notamment par certains cercles ésotériques, mais aussi par des puissances étrangères, pour mettre au jour ce trésor. Et c'est dans la mesure où les travaux de Saunière ont été financés qu'effectivement l'or va couler à flot, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il bénéficiera d'un certain capital, si vous voulez, pour effectuer des recherches. Des recherches qui peut-être d'ailleurs ne mèneront à rien. C'est ça la grande question concernant Rennes. Et à l'époque, il était question évidemment de rétablir le roi qui était en fait le fameux Louis XVII, qui n'était rien d'autre que ce boucher Nodorf, dont on a tant parlé depuis. Or, Saunière arrive à Paris, et Saunière arrivant à Paris, eh bien, rencontre finalement, prend contact avec un cercle d'hermétisme où on débat encore de ces questions. Car en fait, le roi qui doit revenir en France, qui doit revenir régner, eh bien ce roi est en quelque sorte, constitue en quelque sorte, si vous voulez, les prémices même de la venue du grand monarque. Le fameux grand monarque qui est évoqué dans la tradition, en général. Il y avait d'ailleurs eu d'autres exemples liés à d'autres sites. Je pense par exemple au site de la Salette, où on avait évoqué les apparitions mariales qui semblaient plus ou moins liées, comme deux ecclésiastiques l'avaient parfaitement démontré, qui semblaient plus ou moins liées au retour en quelque sorte du roi Louis XVII sous la forme de ce fameux Nodorf. Il y avait aussi l'évocation sur la petite colline de Sion-Vaudéamont, en Lorraine, il y avait l'évocation donc finalement d'un retour en quelque sorte aux origines du christianisme, avec la secte de Vintras qui s'y était installée, et puis en quelque sorte le retour aussi à la monarchie de droit divin. Ceci fut parfaitement illustré dans l'ouvrage de Maurice Barrès, La colline inspirée. Là où notre auteur nous dit « il est des lieux où souffle l'esprit ». Et effectivement, si l'esprit souffle parfaitement sur cette petite colline de Rennes-le-Château, elle souffle aussi sur cette colline de Sion-Vaudéamont, en Lorraine. En 1953, à la mort de Marie de Narnaud, son légataire universel, Noël Corbu, relance l'affaire.
Et cependant, la servante de Saunière ne lui a rien révélé du secret dont elle se disait dépositaire. Aussitôt, les médias et les éditeurs se précipitent. À ce jour, quelques 300 ouvrages traitent du mystère de Rennes. Tous abondent dans le sens du trésor caché, sauf un, celui de René d'Escadéas, l'ancien conservateur aujourd'hui décédé de la bibliothèque de Carcassonne. Si l'abbé Saunière avait trouvé un trésor si énorme, reposant sur des milliards et des milliards de centimes, or quand on se penche en plus sur les factures, parfois l'abbé Saunière mettait jusqu'à 10 ans pour régler une facture, mais s'il avait trouvé donc ce trésor énorme, avec ces milliards, pourquoi serait-il resté à Rennes-le-Château? Pourquoi aurait-il passé son temps à laisser un message codé derrière lui? Écoutez, jusqu'à maintenant, tous les gens, Dieu sait s'ils ont creusé, s'ils ont cherché, s'ils se sont remués, s'ils ont fait venir toutes sortes de trucs, on a creusé dans ce sens, dans l'autre. Vous avez lu les dernières pages du bouquin, oui, et ça a été écrit il y a quelque temps, et ça reste vrai. Il n'y a rien. Bon, donc... Alors, quand tu as accumulé tous les trésors du monde dans Rennes-le-Château, il y a le Temple, il y a Gobert, il y a je sais pas quoi, Blanche de Castille, on ne sait plus quelle Blanche c'est d'ailleurs. Mais je dis, ça n'a rien à voir avec la réalité. Il n'y a rien à Rennes-le-Château, et dans l'église, il n'y a absolument rien. C'est une église comme les autres. Il n'y a rien à chercher. La seule chose qui est intéressante à chercher, c'est quand les gens ils sont réunis, ce qu'il y a dans leur cœur. Moi, une fois, je leur ai dit, le trésor, c'est vous. À l'évêché de Carcassonne, qui a eu pourtant à connaître le dossier de ce curé pour le moins singulier, on éprouve quelques réticences à évoquer cette vieille histoire au relents sulfureux. Cependant, pour la première fois, l'évêque actuel, Jacques Despierres, a accepté de nous rencontrer. On ne sait pas. Personne, pour le moment, n'a pu lever le voile. Mais vous savez que quand on va à Rennes-le-Château, et sitôt qu'on parle de trésors, il y a toujours des gens qui ouvrent les yeux et qui se disent « Pourquoi pas moi? Les autres n'ont pas réussi, peut-être que je pourrais réussir. » Alors il ne faudrait pas transformer Rennes-le-Château en petit village où chacun arrive avec sa pioche et sa perceuse pour essayer de trouver ceci ou cela. On a prononcé le mot de trafic de messe. Ça signifie que l'abbé Saunière collectait des honoraires de messe et il ne justifiait pas de leur emploi. C'est pour cela qu'on emploie le mot simonie. Et l'évêque est intervenu, mais même dans le trafic des messes, on ne peut pas, la quantité des sommes ne justifie pas les dépenses qui ont été engagées. Mais il est vrai que c'est anormal et c'est pour cela que l'évêque, à juste titre, est intervenu. Maintenant, il a collecté des sommes, de petites sommes, parce que je crois que c'était un homme audacieux, très actif, rusé, et qui a mis à profit, par exemple, les connaissances que pouvait avoir son frère, qui était lui-même prédicateur dans d'autres diocèses, et qui avait donc un fichier d'adresse qu'il a mis à son service. Jusqu'où est-il allé? Le trésor de Rennes, pour vous, c'est vraiment un mythe? Ah, c'est vraiment un mythe. Je crois que le grand trésor de Rennes, c'est l'imagination. Pas si sûr. Pour un très petit nombre de personnes, en effet, le mystère de Rennes n'existe pas. Il n'a même jamais existé. Ils savent. Il n'empêche que les suppositions les plus fantastiques sont toujours avancées, et parmi elles, l'hypothétique survivance de la dynastie mérovingienne et de son fer de lance, le fantomatique ordre de Sion, l'un des grands ordonnateurs de ce jeu de cache-cache. Deux grands noms de l'histoire sont ainsi jetés en pâture, le fils du roi d'Agobert, la reine Blanche de Castille, le peintre Nicolas Poussin, des personnages clés selon certains. Seul le curé de Rennes, suspendu peu avant sa mort par son évêque, pourrait lever le voile. Mademoiselle Marie, et elle disait mes pauvres enfants, si je pouvais vous dire ce que je sais. Il est vraisemblable que Saunière a fait des révélations lors de sa confession ultime. Alors, presque jusqu'à la fin, vous dites qu'il a révélé peut-être à des très proches certaines choses. On pense à Marie de Narnaud. Est-ce qu'elle était à même, elle, de comprendre, de saisir et de retenir certaines choses? Non, je pense qu'il a dû certainement laisser les éléments essentiels à Marie de Narnaud. Il n'a pas dû se confier intégralement à Marie de Narnaud. Et pour l'essentiel, elle savait qu'il existait effectivement un dépôt sacré qui devait demeurer parfaitement secret dans cette région.
et que finalement, elle-même pouvait être amenée à donner quelques renseignements à ceux qui avaient financé toute la démarche de Saunière jusqu'alors et qui continueraient peut-être à financer la démarche de Marie de Narnaud allant dans cette même direction. Peut-on imaginer qu'un jour il n'y aura plus de secret? Oui, pourquoi pas, mais à condition que tous soient capables finalement de mesurer la portée de la révélation finalement de ce mystère. Car le fondement même du secret, c'est peut-être justement la peur que certains mystères soient vulgarisés à outrance et qu'ils engendrent finalement beaucoup plus de mal que de bien. Vous croyez-vous que cela sera possible un jour ou pas? Qui sait? Dans le petit cimetière de Rennes, François Béranger-Saunière et Marie de Narnaud dorment côte à côte leur dernier sommeil. Tous les jours, de nombreux visiteurs, il en est même de célèbres, viennent se pencher sur ces tombes après avoir visité l'église et le petit musée qui la jouxte. Les villageois se terrent. Ils sont une cinquantaine aujourd'hui, pour la plupart d'âge avancé, à refuser ces curieux, souvent venus de très loin. Nourris d'une abondante littérature au parfum d'ésotérisme, ces affamés de mystère ne peuvent aujourd'hui qu'interroger les pierres. Elles sont encore en parfait état et témoignent de l'ancienne splendeur de Saunière. Un parc planté d'essences rares, un verger, une serre, une maison de maître de style Renaissance, une monumentale tour néogothique surplombant la vallée dans laquelle le curé avait installé, dit-on, une très belle bibliothèque et des meubles de grand prix. Et puis Saunière recevait beaucoup. À défaut de témoignages directs, les factures retrouvées confirment que la chair était bonne chez l'abbé et qu'on y buvait sec. Singulier curé de campagne qui fréquentait les plus grands et vivait un épicurien sur sa colline, à une époque, le début de ce siècle, où les honoraires de messe n'excédaient pas 50 centimes. La source s'est apparemment tarie après la mort du curé en 1917. Sa servante Marie, qui lui a survécu 36 ans, est morte pauvre. On raconte qu'à la fin de ses jours, elle échangeait une chambre à coucher contre un jambon. Mais à Noël Corbu, son légataire universel, elle n'a rien révélé du secret qu'elle partageait sans doute avec son curé. Noël Corbu a disparu à son tour et le domaine de l'abbé Saunière a trouvé un nouvel acquéreur. Les portes du domaine se sont fermées, celles de l'église s'entr'ouvrent à peine, mais il faut payer son écho à l'entrée. Au moment du tournage de L'Or du Diable, la fiction romancée de l'histoire du trésor de Rennes, les autorités civiles et religieuses ont interdit à l'équipe de production l'accès au village. Mais les visiteurs, curieux ou passionnés, continuent d'investir la colline comme au temps où l'héritier de Marie de Narnaud, Noël Corbu, les accueillait à bras ouverts. Aujourd'hui, Claire Corbu, sa fille, qui a déjà publié un premier livre de souvenirs, prépare avec son mari un deuxième ouvrage. La masse de documents et de lettres qu'elle explore et qu'elle livrera peut-être pourrait éclaircir d'un jour nouveau le pesant mystère. Asmodée, le diable grimaçant de l'église, jusqu'ici l'hypothétique gardien du trésor, pourra enfin prendre sa retraite.